Kingston Falls. C'est là où il fait bon vivre. C'est même écrit sur nos pancartes. Moi, j'étais en congé depuis à peu près 10 minutes quand le poste m'a appelé. Boss, on a retrouvé un corps au bout du champ des Lebrun. Depuis ce jour-là, on cherche à identifier notre John Doe et à trouver qui c'est qui a fait ça. Mais là-dedans, je soupçonne qui, moi? Tout le monde se connaît. Bienvenue à Kingston Falls. Regardez maintenant sur ICTO.TV Extra. Nous sommes le jeudi 14 mai. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être avec nous. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la une. Rencontre importante qui s'est terminée ou qui vient de se terminer entre le président chinois et le président américain. On commence à avoir d'ailleurs les premiers échos sur les fils de presse. On nous rapporte une bonne discussion selon la Maison-Blanche. Trump et Xi sont d'accord sur le fait que le détroit d'Ormuz doit rester ouvert. Il a aussi été question de toute la question de Taïwan au cours de la rencontre. Le président Xi Jinping qui a d'ailleurs prévenu Donald Trump que la Chine et les États-Unis pourraient entrer en conflit si jamais donc la question de Taïwan était mal gérée par la Chine. On précise dans les différentes dépêches au sujet de cette réunion que le mot conflit, la façon dont il a été employé par le président Xi, ne veut pas nécessairement dire un conflit militaire, mais est-ce qu'il pourrait y avoir de plus grandes tensions commerciales entre les deux pays? Chose certaine, M. Trump, lui, a promis un avenir fabuleux dans les relations sino-américaine. Et donc, évidemment, la question de Taïwan, elle est importante. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Il y a encore bien des choses qu'on ne sait pas sur la teneur des discussions entre les deux hommes. Il y aura probablement des bilans qui seront faits plus tard aujourd'hui. On vous tiendra bien sûr au courant dans nos différents bulletins de nouvelles. Sinon, Jean-Philippe Robillard sera avec nous un peu plus tard à l'émission pour nous parler d'une annonce qui aura lieu aujourd'hui. Le gouvernement du Canada qui veut doubler la production, sa capacité de produire de l'électricité d'ici 2050 pour répondre à la demande en énergie. Jean-Philippe va revenir avec nous là-dessus dans les prochaines minutes. Tour de table avec mes collaborateurs. Marie-Michel Borduas qui est là aux actualités culturelles aujourd'hui. Bonjour Marie-Michel. Bonjour. Olivier Pellerin au sport et Véronique Méran à la météo. Bonjour. Bonjour. Alors, Marie-Michel, on va pouvoir voir la robe que portait Céline Dion aux Jeux olympiques de Paris à Montréal. Évidemment, c'est lorsqu'elle a chanté à la cérémonie d'ouverture. Oui, vous le dites avec un drôle de ton. Je vous sens sceptique. Pas du tout. C'est pas qu'une simple robe. D'abord, c'est la robe de Céline. Oui, en partant. Déjà là. Mais c'est vraiment une véritable œuvre d'art. Là. Ça a nécessité plus de 1000 heures de travail à la main fait par la maison Dior, des milliers de perles, 500 mètres de franges. Et puis, c'est un moment historique aussi. Donc, on pourra voir la robe accompagnée d'images là, de la prestation de Céline à compter de demain. Parfait. On va y revenir un peu plus tard au bloc culturel. Je ne sais pas sceptique du tout, mais c'est juste que, bon, une robe... Regardez, il y a certainement des gens qui vont vouloir se déplacer pour aller voir une robe, de travailler de cette façon-là et portée en plus par Céline. C'est clair que ça va attirer des curieux. Prévision de la météo, là, je suis un petit peu plus sceptique. Oui, mais les sceptiques seront confondus. À quand le beau temps? Ça s'en vient juste à temps pour le long week-end. Alors bonne ça, nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est vrai qu'on a encore une journée maussade à traverser. On a de la pluie quand même ce matin sur les régions plus au sud. Là, plus de précipitations. Deuxième impulsion du système ce matin, secteur sud. Centre, nord, on sera moins arrosé. Dans l'est, probablement pas du tout ou presque pas aujourd'hui. Alors, on ira avec une pluie ce matin, quelques averses cet après-midi, 12 à 14 degrés. Donc, des températures qui hésitent à grimper, mais vous allez voir, ça s'en vient. Demain, vendredi, au petit matin, encore un peu de nuages, probabilité d'averses isolées, mais dégagement en cours de journée. Et la barre des 20 degrés et 17-20 degrés pour la journée de vendredi pour les régions plus au sud et agréable longue fin de semaine. On ira avec un ciel assez variable samedi, plutôt beau dimanche, encore lundi. Et là, on va dépasser la vingtaine de degrés. Donc, un avant-goût de la saison estivale. Là, je pense que ce sera le premier week-end qui pourra nous faire dire ça sent enfin un peu le pré-été. Ce sera ça. D'ici là, ça s'améliore dès aujourd'hui du côté de l'Abitibi. 13 sous un ciel variable. Beaucoup de nuages encore qui résistent dans l'est du Québec. Peu de précipitations. Probabilité d'averse, il y en a vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, mais de moins en moins vers la Gaspésie
Gaspésie, la Côte-Nord. C'est du 10-12 degrés également. Il y aura davantage de soleil pour ces secteurs-là demain. En territoire ontarien, on le retrouve, le soleil sur la portion nord, sur la portion centre, 15-16 degrés. Thunder Bay, Sudbury, on ira avec 13. Encore beaucoup de nuages qui persistent. À Toronto, on retrouve le ciel variable à Windsor. Ça grimpera jusqu'à 17. Et il nous reste encore quelques averses, plus dispersées aujourd'hui, mais quand même dans le secteur d'Ottawa, 14 comme maximum. Dans l'ouest, on a de l'action, surtout dans les prairies. Edmonton, Calgary, Regina, des avertissements de vent. Vigilance jaune et même orange dans le cas du sud de la Saskatchewan. Les vents seront très forts. Ça commence ce matin. Ça se poursuit toute la journée. Il y aura des pointes à 90 jusqu'à 110 km à l'heure. Des vents du nord-ouest pour ce qui est de la région d'Edmonton, des vents de l'ouest sur le sud de la Saskatchewan. Et c'est pluvieux avec ça. Donc, pluie, vent fort et tout. Ça va s'améliorer ce soir côté vent. Secteur du Manitoba, on y va sous un ciel variable. Les averses et les orages arriveront dans le scénario plus tard et les vents prendront de la force cet après-midi. Température près de la barre des 20 degrés pour les gens de l'Ouest aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. À demain. Olivier, au sport, parlons du CF Montréal qui a fait match nul contre Portland. Hier soir, au Stade Saputo, Oui. il y avait quelques irréductibles qui étaient présents. Il faut dire qu'à Montréal, il ne faisait pas très beau. C'était humide, il pleuvait, il faisait froid. Oui. Et malgré tout, certains spectateurs se sont déplacés pour suivre les activités du CF Montréal qui jouait contre Portland hier. Ils ont bien lancé les hostilités. Dès la 11e minute de jeu, Daniel Rios a marqué pour le CF Montréal. 10 minutes plus tard, réplique de Portland, puis Wiki Carmona à la 45e minute et réplique encore une fois Dayton Burst de Portland. Donc, ce match est terminé par un score nul de 2-2. Tout de même, ça poursuit la séquence de matchs sans défaite pour le CF Montréal à la maison. On est à 5 matchs maintenant sans défaite à la maison. On sait que c'était un souhait quand même que d'offrir du bon spectacle aux spectateurs qui allaient se déplacer au Stade Saputo. Donc, pour ça, c'est un gain. Sinon, le CF Montréal fait du surplace toujours au 11e rang dans l'Est. Prochain match, ce sera samedi, toujours au Stade Saputo contre Chicago, qui sera un bien meilleur adversaire. Chicago qui est au 4e rang présentement de la conférence de l'Est. Et donc, on sent tranquillement, et c'est ce qu'on lit des commentaires d'ailleurs de Philippe Lafroy, des joueurs, mais des gens dans l'entourage de l'équipe. Oui, c'est un match nul. À un certain moment, on aurait pu célébrer peut-être un match nul à la maison, mais là, on veut plus. Et on sentait hier qu'on avait l'occasion peut-être d'aller chercher ces points. Et malheureusement, on aura cédé à la 77e minute pour laisser filer cette victoire. Mais quand même, belle soirée pour le CF Montréal au Stade Saputo. Parlons de hockey féminin. Peu de repos pour la victoire de Montréal. Dès ce soir, c'est le début de la grande finale de la LPHF Montréal-Ottawa. C'est relancé pour cette finale de la Coupe Walter, cette toute première pour Montréal, cette deuxième consécutive pour la Charge d'Ottawa, qui elle aussi tentera d'aller mettre la main pour la première fois sur cette Coupe Walter. Les hostilités débuteront à 19h ce soir. Premier match entre les deux équipes. Les deux premiers seront d'ailleurs disputés à Laval, à la Place Belle, domicile de la victoire de Montréal. Donc une série qui sera fort enlevante pour les joueuses qui y participeront, pour les amateurs aussi de l'équipe montréalaise qui auront la chance de vivre une finale pour une toute première fois. Et ça se fait dans un contexte bien spécial parce qu'on a parlé de ses ambitions d'expansion de la Ligue, féminine professionnelle de hockey. Hier, il y a eu annonce de 2 nouvelles équipes qui s'ajouteront aux formations déjà existantes la saison prochaine. Il y a eu Détroit, il n'y a pas si longtemps, qui a été ajouté, qui fera ses débuts l'année prochaine. Et hier, on a confirmé que Hamilton et Las Vegas seront les 10e et 11e équipes. On avait parlé d'une ambition de 4 équipes ajoutées pour la saison prochaine. Quelle sera peut-être cette dernière équipe? On saura peut-être dans les prochaines semaines. Mais c'est intéressant parce que là, on a presque équilibre entre les équipes canadiennes et les équipes américaines. 6 américaines, 5 canadiennes. On regarde aussi dans l'Ouest. Maintenant, ce sont des marchés de l'Ouest qui commencent à s'ajouter, comme Las Vegas. On avait déjà Vancouver qui a été ajouté cette saison. Est-ce que c'est vers ces destinations qu'on se tournera? Peut-être Edmonton? Est-ce que la Californie? Est-ce que Texas pourrait... Québec? Non, là, on n'est pas dans l'Ouest. Non, je le sais, mais... voir la carte du Canada. Je comprends, là, mais... Voulez-vous déménager le Québec dans l'Ouest, Non, je Mathieu? peux pas Non, mais je... Bon. En tout cas, il y en a plusieurs qui auraient souhaité Québec. Oui, exactement. Ça, peut-être qu'ils devront attendre un petit peu plus, mais reste à voir donc cette décision de la ville. L'équilibre Est-Ouest ne fonctionnerait pas. Ça débalance un peu. Là. Et là, c'est beaucoup plus de déplacements, beaucoup plus de coûts aussi. On surveillera, mais quand même intéressant. Là, on voit ces ambitions qui commencent à se concrétiser pour la LPHF. Bon, et c'est aussi ce soir le match du Canadien. Oui, effectivement. Match numéro 5, égalité 2-2, Montréal contre Buffalo. Match numéro 5 ce soir qui aura lieu à Buffalo, aussi à 19h. Donc, préparez votre télécommande, Mathieu. Oui, c'est ça, 2-3 écrans pour tout suivre. Merci beaucoup. Un plaisir. Bonne journée.
la une des différents quotidiens ce matin, en commençant par la presse, on va parler d'infrastructures municipales. Tout tombe en ruine, c'est la citation en une du quotidien qui nous parle d'un rapport qui a été concocté par 2 ex-ministres du gouvernement du Québec, Nicolas Marceau et Monique Jérôme-Forget, qui proposent dans un rapport que les villes augmentent leurs taxes. Ce ne sera pas très populaire, mais pour entretenir les rues et les réseaux de distribution d'eau, alors que les infrastructures, effectivement, dans bien des villes, tombent en ruine. On suggère d'augmenter les taxes au-delà du niveau de l'inflation, mais pour que ces sommes servent uniquement à créer un fonds pour réparer les infrastructures. C'est un rapport qui va être présenté à l'Union des municipalités du Québec aujourd'hui. C'est le début du congrès de l'UMQ, donc effectivement, augmentation des taxes pour financer non pas de nouvelles infrastructures, que ce soit un aréna ou autre chose, mais pour mettre à jour et bien entretenir ce qui est déjà existant et ce qui, dans bien des cas, effectivement, tombe en ruine. En une du Devoir, on parle de logement. Québec ne compte pas reculer sur le projet de loi 20. La nouvelle ministre responsable de l'habitation juge qu'il y a quand même des craintes qui sont légitimes dans cette nouvelle loi qui a pour but de transformer la façon dont on peut accéder à des coops d'habitation. Mais la nouvelle ministre Karine Boivin-Roy n'a pas l'intention de retirer le projet de loi 20, comme le réclament certains groupes, mais elle n'exclut pas la possibilité d'amender pour accommoder des coopératives d'habitation qui s'y opposent. Je vous rappelle qu'essentiellement, on veut donner davantage accès à des gens qui ont moins de revenus et que tout ça passe par un guichet unique, l'accès aux coops au Québec. Donc, entretien et résumé de cet entretien avec le Devoir en une ce matin. Le Journal de Montréal nous parle de vol à l'étalage, véritablement, qui est en explosion chez plusieurs commerçants. De la nourriture, particulièrement dans les supermarchés. Le nombre de larcins dans ces commerces a augmenté de 66 % en 5 ans à Montréal, nous dit le journal. Les vols à l'étalage explosent au point où certains pilleurs vont même jusqu'à revendre de la nourriture dans le stationnement même des supermarchés. C'est assez spectaculaire au dire du propriétaire du IGA Extra de Saint-Jérôme, qui est aussi propriétaire ou président de l'Association des marchands IGA. Il n'en revient pas du nombre de vols qui est en hausse, 66 % de plus en 5 ans, selon des chiffres du SPVM. En une ou dans les coops de l'habitation, vous allez retrouver un article intéressant qui nous parle d'un programme qui vient en aide aux intervenants d'urgence en détresse. Québec a décidé de couper l'aide psychologique. Ce sont des gens donc qui vivent des situations stressantes ou traumatisantes dans le cadre de leur travail. C'est un service qui s'appelle le PSPNet et donc il y a des intervenants d'urgence qui ont recours à ces services d'aide psychologique. Voilà que Québec a décidé de mettre la hache dans ce programme, faute d'argent pour payer des psychologues. C'est un programme qui est offert d'ailleurs dans plusieurs provinces et Québec est la seule province qui a décidé de mettre un terme donc au financement de ce programme. Il y a des témoignages dans les coops de l'information qui démontrent l'importance ou l'utilité pour certains intervenants d'avoir recours à cette aide psychologique. En une du Globe and Mail, un juge de l'Alberta rejette la pétition des séparatistes. Effectivement, une pétition qui vise à déclencher, vous le savez, un référendum à l'automne. Voilà que ça a été invalidé par la Cour, notamment parce que la province n'a pas consulté les Premières Nations afin d'évaluer les conséquences qu'une rupture avec la Confédération pourrait avoir sur les droits issus des traités. Danielle Smith a condamné la décision. On sait qu'elle a dit qu'elle ne voterait pas pour la séparation de l'Alberta, mais quand même condamne cette décision. Le jugement entraîne donc des retards dans la validation des signatures. C'est une pétition qui pourrait mener effectivement à la tenue d'un référendum. Donc, plus de pression sur Danielle Smith afin qu'elle abandonne le processus d'initiative citoyenne et qu'elle ajoute une question sur le référendum dans un référendum justement qui est déjà prévu au mois d'octobre prochain. Et puis, je termine avec le site de Radio-Canada qui nous parle de conspiration. En fait, les conspirationnistes sont plus populaires que jamais, ou le conspirationnisme est de plus en plus populaire au Canada. Près d'un Canadien sur 5 est convaincu de conspiration, selon un rapport obtenu par Radio-Canada. Donc, près d'un Canadien sur 3, par exemple, soupçonne les autorités de dissimuler les risques liés au vaccin. Plus d'un sur 4 adhère à l'idée que l'immigration est organisée délibérément par les élites politiques et médiatiques pour remplacer la population canadienne. C'est un rapport donc qui a été réalisé par la chaire de l'UNESCO sur la prévention de la radicalité, de l'extrémisme, de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Ça a été donc fait à l'aide d'un sondage léger à la mi-mai. La méthodologie a été validée de façon indépendante par Radio-Canada. Et donc, les chiffres et les données en une de notre site ce matin.
Jean-Philippe Robillard est maintenant avec nous en studio. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. On va se parler ensemble de production d'électricité au pays parce que le gouvernement Carney va présenter aujourd'hui une nouvelle politique et dans le fond, on veut que le Canada produise davantage d'électricité et pas mal d'ici un avenir assez rapproché. Là, on parle de 2050. Oui, effectivement. C'est ce que va annoncer ce matin le premier ministre Carney, Mathieu, qui veut notamment qu'au cours des 25 prochaines années, on double la production d'électricité, qu'on améliore également l'interconnexion entre les réseaux électriques des différentes provinces et qu'on construise également de nouvelles lignes de transport électrique ou encore qu'on prolonge celles qui existent déjà. Il y a donc des investissements majeurs qui sont prévus, qui sont envisagés dans les énergies hydroélectriques, éoliennes, solaires et nucléaires. Alors, c'est ce qui va, dans le fond, se retrouver au cœur de ce que va présenter ce matin, c'est avant-midi, le premier ministre Carney. Une stratégie qu'il appelle l'approche nationale pour une économie canadienne électrifiée. Dans le fond, c'est pour s'assurer, Mathieu, un approvisionnement en électricité qui soit propre, qui soit abordable selon le gouvernement partout au pays. Ultimement, le gouvernement espère, Jean-Philippe, réduire la facture d'électricité des Canadiens. Oui, et avec ce qu'il va annoncer aujourd'hui, dans le fond, le gouvernement, Mathieu, veut réduire les coûts énergétiques là, pour environ 70 % des ménages canadiens. C'est une stratégie énergétique, un vaste chantier que va lancer donc le gouvernement fédéral, ce qu'il va annoncer ce matin, qui pourrait, selon les calculs d'Ottawa, là, créer 30 000 emplois d'ici 2 ans et jusqu'à 100 000 emplois supplémentaires là, d'ici 2050. Et tout ça, pourquoi? C'est parce que le gouvernement estime que le réseau électrique canadien il est trop fragmenté actuellement entre les provinces. Ça entraîne d'importantes inefficacités. On pense, par exemple, à beaucoup de pannes, du gaspillage, et évidemment, ça entraîne des coûts. Alors donc, dans la foulée de cette annonce-là que va faire le premier ministre aujourd'hui, dans les prochains mois, donc, le gouvernement va lancer des consultations auprès des provinces, auprès des communautés autochtones, de même qu'auprès de l'industrie. À suivre les détails de cette annonce-là aujourd'hui, effectivement. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Marie-Michel Borduas est de retour en studio, oui, pour parler de cette robe de Céline Dion, portée par Céline Dion aux Jeux olympiques de Paris. Alors, on l'a vu peut-être à la télé. On va pouvoir revoir cette robe en vrai. Elle sera exposée à Montréal. Exact. Robe en soie blanche qui a été portée lors de son interprétation de l'hymne à l'amour d'Édith Piaf le soir de l'ouverture en 2024. Donc, va être exposée, d'ailleurs, pour la première fois en Amérique du Nord. L'a été à Séoul, à Paris. Mais ici, ce sera une première fois au musée McCord Stewart à Montréal. À partir de demain, la confection de cette tenue par la Maison Dior a nécessité plus de 1000 heures de travail et les visiteurs du musée vont pouvoir admirer donc ce travail-là jusqu'au 7 septembre. Il y a des images aussi de Céline en préparation à sa performance qui seront projetées. Et pour se rappeler ce que ça avait donné, un petit rappel. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier. Toute excuse est bonne pour jouer un peu de Céline Dion le matin tôt comme ça. Oui, alors, très grande performance qui avait été saluée. Remarquez donc la robe maintenant qu'elle portait, qui est exposée. Parlons d'un ancien producteur hollywoodien qui a été condamné à 2 ans de prison. C'est en lien avec la mort de l'acteur Matthew Perry. Interprète de Chandler Bing dans la populaire série Friends. Il avait été retrouvé inconscient dans son jacuzzi en octobre 2023, mort d'une surdose de kétamine. Et donc, l'ex-producteur Eric Fleming, qui a été reconnu, qui avait été reconnu là, être impliqué dans la distribution de la drogue à l'acteur. Il a agi comme intermédiaire en achetant des flacons de kétamine à une trafiquante, en les remettant ensuite à l'assistant personnel de Matthew Perry. Écope de 2 ans de prison, va devoir ensuite aussi se soumettre à un contrôle judiciaire pendant 3 ans. La trafiquante et 2 médecins accusés en lien dans cette affaire-là ont été déjà condamnés quant à eux. Et puis l'assistant personnel de l'acteur Kenneth Iwamasa doit quant à lui connaître sa peine là, à la fin du mois.
Vous avez peut-être reconnu le thème du parrain qui aura droit à un nouveau chapitre en 2027. Ouais, et chapitre puisqu'on parle d'un nouveau livre sur la famille Corleone, d'abord imaginé par Mario Puzo dans le roman Le Parrain en 1969. Le nouveau titre, Connie, 3e tome de la série à être autorisé par la succession de l'auteur, va porter la plume de l'autrice Adriana Trigiani. Premier livre de la saga à être écrit par une femme et le roman va d'ailleurs présenter un point de vue féminin, sera centré, comme le titre l'indique, sur le personnage de Connie Corleone, la sœur cadette de Sonny, Fredo et Michael. Et pour situer le cinématographiquement, peut-être que ça va sonner une cloche, Connie, elle était incarnée par l'actrice Talia Shire dans les films du Parrain. Le livre va nous présenter une femme qui essaie de tracer sa propre voie dans un monde où ce qu'elle est, ce qu'elle représente aussi, a déjà été décidé d'avance. Nouveau titre qui doit paraître à l'automne 2027. Et début de tournée pour Philippe B. Oui, Philippe B qui nous a offert son 7e album en mars, Cigale, un opus intime qui présente là, au fil des chansons comment il s'est construit, du nouveau matériel avec lequel il part en solo. 3 soirées de lancement à guichet fermé à la Sala Rossa à Montréal dès ce soir. Va ensuite se promener Sherbrooke, Québec, Shawinigan, entre autres. Un extrait de son dernier album, La Cadbury. Par les grandes fenêtres de la Cadbury, on regarde passer les trains de marchandises, des litres de pétrole, kilos de friandises, transiter de cette île via Sudbury. On se dit que peut-être la vie est ailleurs, qu'anyway on n'a pas les moyens d'aller voir. Philippe B, donc, qui débute, qui commence sa tournée. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne journée. Oui, ce qu'on va surveiller au cours des prochaines heures, et on commence à avoir un peu plus de détails sur cette rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. La Maison-Blanche a qualifié de bonne la rencontre entre les présidents chinois et américains, sans évoquer le sujet de Taïwan dans un compte-rendu des entretiens. Pourtant, on a su au cours des dernières heures, en raison de différentes déclarations, que le président Xi Jinping a prévenu Donald Trump que si la Chine et les États-Unis, en fait, que la Chine et les États-Unis pourraient entrer en conflit si les États-Unis géraient mal la question de Taïwan. Par conflit, on ne parle pas nécessairement de conflit militaire, de ce que l'on comprend, mais est-ce qu'il pourrait y avoir plus de tensions entre les relations, par exemple, sur le plan commercial entre les deux pays? C'est pas impossible. Donald Trump, lui, qui a promis un avenir fabuleux dans les relations sino-américaines. La question de Taïwan, a dit Xi Jinping, est la plus importante des relations sino-américaines, et si elle est bien traitée, les relations entre les deux pays pourront rester stables. On sait que c'est une question absolument sensible que celle de Taïwan, mais au final, on parle d'une bonne rencontre selon la Maison-Blanche. Il y aura plus de détails sur les discussions, sur ce qui s'est dit entre les deux hommes au cours des prochaines heures. D'ailleurs, on va suivre ça avec notre correspondant en Asie, Philippe Leblanc. Voilà pour cette édition d'À la Une. Merci d'être avec nous. On va se retrouver bien sûr demain. D'ici là, vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Kingston Falls, c'est là où il fait bon vivre. C'est même écrit sur nos pancartes. Moi, j'étais en congé depuis à peu près 10 minutes quand le poste m'a appelé. Boss, on a retrouvé un corps au bout du champ des Lebrun. Depuis ce jour-là, on cherche à identifier notre John Doe puis à trouver qui c'est qui a fait ça. Mais là-dedans, je soupçonne qui, moi? Tout le monde se connaît. Bienvenue à Kingston Falls. Regardez maintenant sur ici tout.tv Extra.